Aujourd'hui, on vit une nouvelle étape qui n'est pas nouvelle, mais qui est peut-être une des plus dangereuses. Aujourd'hui, c'est au nom de l'efficacité économique, de la rationalité gestionnaire qu'on veut supprimer, en tout cas faire disparaître les communes. Bien que d'ailleurs, quand on regarde l'état des finances des petites collectivités, on s'aperçoit qu'elles ont des performances, qu'il s'agisse en fonctionnement, qu'il s'agisse en investissement, qui sont meilleures que celles des grandes collectivités. Alors, cette dernière évolution, cette dernière offensive, a été engagée depuis 2005 et elle s'est poursuivie d'alternance en alternance au sommet de l'État et selon deux axes. L'axe financier, je voudrais y revenir parce que j'ai quelques informations à vous communiquer puisque la lecture du PLF a commencé, donc on a quelques informations, et puis bien sûr institutionnel, et là je rejoins ce que disait André, le problème que nous pose la loi NOTRe. Dans le volet institutionnel, si je voulais résumer quelle est la logique, s'agissant des communes, de la loi NOTRe, je dirais que c'est l'affirmation du détournement de l'intercommunalité. C'est ça le fond du débat. Sous les mêmes mots, on entend des choses totalement différentes. J'ajouterais aussi que va dans ce sens-là la disparition de la présence de l'État ingénieur, de plus en plus, et l'affaiblissement du département, qui est vraiment, vous le savez comme moi, le partenaire incontournable des petites collectivités. Alors, on est passé, André l'a rappelé, on est passé d'une conception de l'intercommunalité, où l'intercommunalité c'est un outil, une coopérative de communes, une coopérative pour faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire tout seul, à une situation où il s'agit de faire à la place. En ce sens, il y a effectivement détournement. Alors, il suffit donc de voir ce qui s'est passé au niveau de la loi NOTRe, qui a amplifié ce qui avait déjà, André l'a rappelé, dans la loi RCT. La loi MAPAM a été plutôt un retrait, un recul par rapport à ça, donc un mouvement qui est tout à fait, qui est d'ampleur et qui a commencé il y a bien longtemps. Et quand on entend les déclarations de certains ministres, il y a quand même de quoi se poser plus que des questions. Par exemple, Mme Lebranchu qui nous dit que 19 000 communes de moins de 500 habitants, elle se pose la question, est-ce viable? Est-ce viable? Je réponds non. Moi je réponds, et les problèmes que ces communes résolvent, qui va les résoudre? Qui va les prendre en charge? Et puis qu'est-ce que ça veut dire, la viabilité d'une commune? La commune, c'est pour ça que j'ai commencé par Tocqueville, est-ce d'abord une entité démocratique, une entité politique, ou est-ce une entreprise? Est-ce que nous ne sommes que des gestionnaires? Nous sommes certes des gestionnaires, mais des gestionnaires d'une certaine façon. C'est la gestion par la mobilisation des bonnes volontés et des bénévoles, élément dont on ne prend jamais en compte. Puisque vous le savez comme moi, le travail, comme il est arrivé de dire, lorsque un défenseur à tout train de l'intercommunalité dit, toi, quand tu as une absence à ta cantine scolaire, tu embauches ton personnel, moi c'est mon premier adjoint qui y va. Tout ça, c'est pas comptabilisé, donc les comptes sont faux. Ou alors, André l'a rappelé, ce mot d'André Valigny, qui est de dire, je posais la question, mais quand toutes les compétences auront été transférées aux intercommunalités, qu'est-ce qui restera aux communes? Réponse, il leur restera la démocratie. Et il ajoute, mais ils font quoi, les maires, ils font quoi? Eh bien, les maires, c'est ce qu'André a rappelé, et je garantis le compte-rendu du journal officiel, eh bien, ils seront des interfaces entre le citoyen et l'intercommunalité.
donc une sorte de relais, oui, peut-être pour éviter d'ailleurs d'avoir attaqué un peu. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils prendront leur téléphone. Alors, je voudrais quand même bien préciser que ça n'est pas un propos anti-intercommunalité. Je voudrais quand même rappeler que la première en France, la première association en France à mener le combat pour l'intercommunalité, c'est la MRF. Rappelez ce que je disais dans le manifeste du monde rural, 1994. On ne parlait pas trop de l'intercommunalité à l'époque, il y avait juste, si, à propos de la première loi qui est passée en 1992, excusez-moi de me citer, mais je dis la nécessité de penser le développement du monde rural en termes d'intercommunalité, d'ensemble cohérent de solidarité et d'échange, où l'on trouvera tous les services indispensables à la vie quotidienne moderne, ne doit pas faire oublier que ce développement repose d'abord sur le dynamisme induit par la démocratie locale, directement exercée par les communes, d'où, et là on a été entendu, la loi qui a couplé l'élection des délégués intercommunaux avec celle des conseillers municipaux. Le problème, c'est que maintenant, la tendance est à vouloir découpler cette élection, ce que André aussi a rappelé. Et déjà, si vous regardez de près ce qui est prévu dans les intercommunalités les plus intégrées, c'est-à-dire les métropoles, il y a déjà l'idée que les délégués seront, les membres du conseil de la métropole seront élus directement par les citoyens, qui ne représenteront plus, qui ne s'exprimeront plus en tant qu'appartenant à une commune, mais en tant que telle. Donc, dans ce système-là, l'intercommunalité devient non pas un outil pour faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire tout seul, ce que nous revendiquons depuis très longtemps, mais la collectivité territoriale de demain, réduisant les communes au rôle même pas de municipalité, d'arrondissement dans les grandes collectivités actuellement. Alors, ceci, deuxième remarque, les lois s'imposent à nous, on le sait, mais il y a des moyens, on peut aussi les appliquer plus ou moins brillamment, plus ou moins intelligemment, plus ou moins en accord avec ce qu'appelle le territoire, en particulier en matière de schéma départemental. J'avoue que, je vous le dis, le projet, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais enfin, j'ai quand même discuté avec quelques-uns, je pense que le projet de modification rendu nécessaire par la loi du schéma départemental varois, qui a présenté, enfin celui que je connais, qui a présenté le préfet, que vous avez commencé à discuter en CDCI, je suis moins présent maintenant, moi, me paraît une bonne base enfin je m'engage comment en disant ça, une bonne base de discussion, alors que j'ai entendu encore Madame Lebranchou l'autre jour dire qu'elle avait demandé au préfet de faire des schémas ambitieux. Alors je dis, ça veut dire que vous voulez faire des trucs gros là encore? Bon, non, je crois qu'il faut faire des schémas qui correspondent à nos besoins, qui correspondent à l'attente des gens et qui puissent fonctionner. Je passe maintenant, enfin s'il y a des problèmes sur des questions sur la loi NOTRe, dont on a beaucoup parlé, on pourrait répondre, on a tous les parlementaires qui sont là en ont débattu, mais je veux dire quelques mots du volet financier. Puisque, alors, le volet financier, bon, vous le savez comme moi, l'offensive a été menée sur l'aspect financier, hein, comme disait un anti-étatiste, un républicain américain, c'est peut-être de l'équipe de Ronald Reagan, il s'agit d'affamer la bête. À propos de l'État, il s'agit d'affamer la bête. Voilà. Eh bien, c'est fait. Ça a commencé, vous savez, à partir des années 2005, par une baisse progressive des dotations d'année en année. C'était la belle époque. Au moment où il y a eu un gel. Et puis maintenant, enfin depuis quelques années, il y a une réduction.
Alors, vous savez, donc je passe et je voudrais donner quelques indications, ce que je pense savoir de la dernière réforme. En précisant bien que les informations qu'on a ne sont, et notamment les simulations dont on dispose, ne sont absolument pas fiables. J'avais l'intention, je voulais procurer celles qui ont été transmises à la Commission des finances du Sénat, mais j'ai renoncé à vous les communiquer parce que c'est d'abord totalement incompréhensible, et deuxièmement, ça me paraît d'une fiabilité extrêmement douteuse et d'une présentation un peu bizarre, puisque ces simulations sont faites comme s'il n'y avait pas de baisse globale de la dotation, simplement pour voir l'impact des changements qui sont à l'intérieur donc de la DGF, et c'est de ça dont on va parler. Alors, globalement, vous le savez peut-être déjà, la DGF du bloc communal, une fois encore, va baisser d'un peu plus de 2 milliards, 71 millions, soit la même somme, de la même somme qu'en 2015, mais qui va s'ajouter. Voilà. Alors la grande nouveauté, et là-dessus je voudrais en parler un petit peu plus, c'est la modification substantielle des modalités de critères de répartition. Ce qui fait que c'est un des problèmes, il y a des choses très positives du point de vue des maires ruraux, j'y reviendrai, mais il y a des éléments, introduits des éléments d'incertitude qui, au niveau individuel, risquent de poser quelques petits problèmes. Alors selon le gouvernement, la baisse moyenne de la DGF serait de 1,65% des recettes de fonctionnement pour les communes et de 2,5% pour les EPCI. Bon, on continue. Enfin, ceci dit, de 1% en 2%, au bout d'un certain temps, ça va faire beaucoup de pourcents. Mais ce qui est le plus problématique, c'est que du fait de la modification de la structure de la DGF, les modifications, les résultats risquent d'être un peu étonnants au niveau des communes prises individuellement. Alors, l'architecture donc de la DGF nouvelle mouture, c'est 2 dotations communales, une dotation forfaitaire et une dotation de ruralité. On va y revenir. Ensuite, une dotation partagée au niveau de l'ensemble intercommunal, communes et EPCI, dite dotation de centralité. Ensuite, 2 dotations intercommunales, dotation de péréquation, dotation d'intégration, et 2 dotations de péréquation, la DSU, ça ne nous intéresse pas directement, mais ce qui nous intéresse, la DSR, la dotation de solidarité rurale. Alors la bonne nouvelle, quand même pour les petites collectivités en général, et qui correspond à une revendication ancienne, et on a été les premiers à le demander, de la NRF, une revendication permanente, c'est la suppression des strates de population de la dotation forfaitaire, qui faisait, vous vous en souvenez peut-être, que l'habitant d'une commune de moins de 100 habitants valait un peu plus de 64 €, et celui d'une commune de plus de 500 000, 2 fois plus, 126 €. Désormais, ce sera 75,7 € par habitant, quelle que soit la taille des communes. C'est d'ailleurs le montant moyen de la dotation de base perçue par les communes de 1000 à 2000 habitants. Donc en principe, pour ces communes-là, ça ne devrait pas changer grand-chose. Donc, première chose, qui est importante, la suppression donc des strates de population, réforme totale de la dotation forfaitaire. Deuxièmement, deuxième nouveauté qui correspond là aussi à une revendication ancienne et permanente de la MRF, c'est la création d'une dotation pour charges de ruralité. On a été aussi, là je répète, les premiers à parler de ça alors qu'on nous bassinait avec une charge de centralité. Cette dotation, elle est modeste, mais bon, c'est 272 millions d'euros qui devraient apporter en moyenne 20 € par habitant aux quelques 25 600 communes éligibles, et étant entendu qu'elle sera assise sur un critère de sous-densité.
si ma mémoire est bonne, je crois qu'il faudrait 75% au-dessous de la moyenne nationale en matière de densité. Hein, ce n'est pas une question de richesse. Donc voilà les deux principales innovations. Autre innovation, cette fois, mais qui va dans l'autre sens, mais bon, c'était inévitable, la création d'une dotation pour charge de centralité, et qui est aussi, et c'est ça qui est peut-être un peu plus problématique, une façon d'instituer une DGF territoriale. C'est-à-dire, c'est cette idée, ce vieux fantasme, qu'on confierait finalement toutes les dotations à l'intercommunalité, qui aurait la charge et les risques de les distribuer aux communes. Cette dotation représente 2,3 milliards, soit 15 euros à 45 euros par habitant, selon la taille démographique de l'ensemble, donc avec un plus pour les grandes organisations. Alors, elle est versée au niveau de l'ensemble intercommunal et partagée entre les communes. Alors, en principe, il y aura 1,6 milliard qui viendra pour les communes et 650 millions d'euros, qui iraient donc aux EPCI en fonction du degré de l'intégration de l'intercommunalité et des charges qui sont liées aux équipements supportés par les villes au sein de l'ensemble intercommunal. Tant entendu, voir comment ça se passe, parce qu'il y a déjà beaucoup d'endroits où, ce qui était de toute façon élégant pour régler le problème, où beaucoup de trop grands équipements ont déjà été transmis à l'intercommunalité, donc ne sont plus à la charge des communes. Alors, à noter aussi que beaucoup de surprises sont attendues au niveau individuel, du fait du changement des règles d'attribution de la dotation de solidarité rurale. La dotation de solidarité rurale qui, quand même, est augmentée de 117 millions. Première modification, 23 087 communes qui seront éligibles en 2016 contre 34 600 en 2015. Donc vous avez intérêt à surveiller ce qui va se passer en fonction d'un indice synthétique de richesse. J'en sais pas plus pour le moment. Alors, cette DSR, après les bonnes nouvelles, les moins bonnes, cette DSR sera répartie en deux fractions qui peuvent être cumulables. La première, c'est la fraction que vous connaissez, la fraction Bourg-Centre, qui est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, chef-lieu de canton, et dont la population représente au moins 15% de la population du canton, et dont le potentiel financier par habitant n'excède pas le double du potentiel financier moyen des communes de moins de 10 000 habitants. Ça va intéresser le maire de Bruxelles. Car le nombre donc, des communes éligibles a baissé, on le sait, mais, vous le savez du fait de la loi électorale, il y a donc, beaucoup de cantons ruraux qui ont disparu en tant que tels, donc leur chef-lieu avec, et puis, autre facétie, quand vous avez des cantons de 40 000 habitants, représenter 15% de 40 000 habitants, c'est pas la même chose que représenter 15% de 10 000 habitants. Donc il y a beaucoup de communes qui autrefois touchaient la dotation pourcent aussi de ces fameux 15%, qui ne les toucheront pas, qui ne les toucheront plus. Donc ça, c'est la première. Il va y avoir beaucoup de surprises au niveau donc, de cette fraction pourcent qui représente quand même pas mal dans des communes comme les nôtres. Et puis la deuxième fraction, c'est la fraction péréquation, à laquelle sont éligibles les 2 tiers des communes de moins de 10 000 habitants, en fonction donc d'un niveau de potentiel financier. Alors, on nous dit que pour éviter les changements trop brutaux, un système de garantie dégressive est prévu. Alors on n'en connaît pas encore le détail. Très franchement, j'ai l'impression que
comme d'habitude, on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Bon, la décision politique de supprimer les strates et d'introduire une notion de solidarité, enfin de charge de ruralité nous convient parfaitement. On essaye finalement effectivement de moduler les aides en fonction des charges réelles des gens, ça nous convient parfaitement. Mais couplé avec une baisse encore nouvelle globale de la dotation, et avec des effets, notamment sur la dotation donc de solidarité rurale, ça risque de produire des effets, mais de produire des résultats assez peu attendus. Donc l'Assemblée nationale vient juste de commencer l'examen de la deuxième partie de la loi de finances. Le Sénat va commencer bientôt. Il y aura forcément un certain nombre d'aménagements, parce qu'il va apparaître, peut-être qu'on aura un jour des simulations qui ressemblent à quelque chose. Ça va forcément, on va être obligé forcément de modifier les choses. Mais enfin, quand vous partez avec un peu plus de 2 milliards de moins, de toute façon, à l'arrivée, vous ne pouvez pas les retrouver, hein, quelle que soit la façon de répartir la pénurie. Un mot pour terminer d'un problème récurrent qui, lui, restera le même, c'est le fameux Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, hein, le fameux FPIC, qui procure aussi beaucoup de joie selon les intercommunalités, avec des déplacements. On voit, je n'ai pas eu les derniers chiffres, mais je me rappelle à l'époque que la commune de Vérignon a été contributrice, et la commune de Toulon bénéficiait, enfin l'intercommunalité, toulonnaise bénéficiait de cette contribution, c'est assez amusant. Cette année, le fonds donc augmente à nouveau de 270 millions pour atteindre 1 milliard. Ça devient quand même quelque chose de tout à fait substantiel. Aussi le fameux le calcul du potentiel financier intercommunal agrégé. Vous savez, le FIA, le FIA continue à intégrer, lui, un coefficient logarithmique qui va de 1 à 2, qui fait que dans le système de pondération, les collectivités les plus importantes sont favorisées par rapport aux autres. Alors voilà donc mes chers collègues et chers amis, depuis longtemps, ce que je voulais vous dire, ce que je pouvais vous dire sans rentrer dans trop de détails, parce que de toute façon ça aurait été complètement inutile, parce que ça risque fort de changer, et sur certains points, heureusement, parce qu'encore une fois, il faudra absolument qu'il y ait des dispositifs, disons, qui atténuent les surprises. Mais je crois que, en tout état de cause, le combat pour la survie de nos communes, le combat dans lequel l'AMRF et ses associations départementales, commencé par l'AMR 83, ont joué et continuent à jouer ce combat donc pour la survie de nos communes continue. Et vous le savez comme moi, le résultat dépend de notre combativité. Et ce que nous a présenté tout à l'heure André pour commencer montre que cette combativité n'a pas du tout disparu, au contraire qu'elle ne fait que progresser. Car il faut, je crois, bien garder présent à l'esprit qu'on a affaire à forte partie. Depuis une dizaine d'années, s'est installé un consensus des élites gouvernantes qui vise à dissoudre les communes dans les intercommunalités. Ça, il faut bien garder ça présent à l'esprit, et j'ai été assez ulcéré par l'attitude du Sénat, qui, en première lecture, jusqu'à la première lecture, s'est battu pour combattre cette dérive, et qui, in fine, donc, a capitulé. Alors, on nous dit que la compétitivité de notre pays en dépend. Alors moi, je voudrais bien qu'on m'explique comment, en mettant les communes en faillite, on va rétablir les finances publiques. Comment on va relancer l'économie. Comment on va faire baisser la courbe du chômage. Bon, si ce n'était pas un peu triste, ou franchement triste, on pourrait en rire. Mais franchement, l'objectif ne me paraît pas satisfaisant, ne me paraît pas crédible. Alors, vous le savez,
nous adresse de grandes déclarations d'amour. De grandes déclarations d'amour pour les communes et pour les élus ruraux qui se dévouent tellement. Ne manque pas. On nous aime certainement, probablement, sincèrement, mais si j'osais, je dirais qu'on nous aime comme l'ogre aime très sincèrement les enfants. Mais ça m'a rappelé que le petit Pousset avait plus d'un caillou dans sa poche, et je ne doute pas que les élus ruraux, particulièrement ceux du Var, en ont encore quelques-uns à ceux qui veulent nous faire passer à la trappe, parce que, encore une fois, nous représentons ce qui fait la force de notre pays, avec d'autres, mais fondamentalement, ce qui fait la force de notre pays, c'est-à-dire la mobilisation, c'est-à-dire la liberté de faire pour les autres. Merci.